Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Michel Tribala, qui est directeur de recherche à l'INED et donc démographe. Michel Tribala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous avez publié récemment chez De Noël Les yeux grands fermés, où vous parlez de l'auto-aveuglement des politiques et des médias réunis sur les questions liées à l'immigration. Je voudrais vous montrer une vidéo de Marine Le Pen, qui était hier au grand jury RTL Le Figaro. Si vous croyez que le fait de prier dans la rue est dû au fait que les mosquées sont vides, c'est que vous ne maîtrisez pas le problème essentiel qui se déroule sur notre territoire. L'immense majorité des milliers de musulmans qui se déplacent pour aller prier dans telle ou telle rue viennent d'ailleurs. Ce sont des fondamentalistes ? Et ils viennent, oui monsieur, comme l'a dit d'ailleurs, comme l'a dit le président de la conférence des imams de France, l'imam de Drancy, il a dénoncé le fait qu'il s'agissait évidemment d'un acte politique dont l'objectif est d'avoir une visibilité il n'a pas dit qu'ils étaient et tous d'obtenir auprès des fondamentalistes. naïfs et d'obtenir auprès des naïfs le financement public des mosquées. Alors, que vous inspirent ces réflexions ? Écoutez, je dirais qu'il y a un problème réel qu'elle a soulevé et qui était quand même connu depuis un bon bout de temps. Et c'est incroyable qu'il faille que Marine Le Pen en parle pour que tout le monde se mette à s'intéresser au sujet. Quand vous dites le problème, c'est lequel? Le problème, le problème des prières dans la rue. Vous savez, il y a eu des périodes où il y avait très peu de lieux de culte. On n'a jamais vu personne prier dans la rue à cette époque-là. Il y a beaucoup plus de lieux de culte qu'il y en avait autrefois. Bon, on dit qu'il y en a 2000, 2100. Il n'y a plus vraiment beaucoup de problèmes pour en faire. Les maires sont de moins en moins opposés à en construire. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez, effectivement, on peut aussi prier chez soi. En Algérie, on a interdit les prières dans la rue parce que bon, je ne sais pas si on manque de mosquées en Algérie, mais enfin on doit y avoir suffisamment de ressources en Algérie, en tout cas peut-être plus que chez nous, et on a quand même des prières dans la rue. Mais d'après les données que vous avez pu recueillir, il y a suffisamment de lieux de culte, je ne parle pas de mosquées en tant que telles, de lieux de culte musulmans suffisamment, si vous voulez. Je veux dire, les lieux de culte avec une religion qui s'implante dans un pays vont se construire progressivement. Il y a d'autres religions en France qui ont des difficultés aussi d'implantation. Vous avez tous les courants protestants, évangéliques qui ont aussi des problèmes de surface. Bon, je veux dire, ça dépend de la foi et de l'énergie des croyants, de leur cotisation personnelle pour construire des... Je rappelle que le principe de laïcité interdit le financement par l'État. Ce qui ne nous a pas empêché d'en financer un certain nombre, mais c'est en contravention avec la loi. La loi n'autorise pas le financement des lieux de culte par l'État. Il y a un grand flou artistique sur les chiffres en général. D'ailleurs, c'est une grande partie de votre travail, c'est de recueillir des données qui n'existent pas. On entend fréquemment citer le chiffre de 6 millions de musulmans. Vous parlez de 4,5 millions. Quelles sont vos sources? C'est-à-dire que moi, j'ai fait 2 estimations, une en 99, une en 2005, dont je vous parle de la dernière. 2005, c'était 4,5 millions de personnes qui pourraient être de confession musulmane d'après leur pays de naissance ou le pays de naissance de leurs parents ou de leurs arrière-grands-parents. Voilà. Ce qui veut dire que ça n'inclut pas les nouveaux convertis, qui sont ceux dont on parle beaucoup en ce moment. Ça n'inclut pas les convertis, mais dans cet ensemble-là, vous avez des gens qui sont originaires de pays où on est musulman et qui ne le sont plus, et qui n'ont pas de religion, qui se déclarent athées. Donc, ceci dit, il y a eu une enquête récente qui a été faite par l'INSEE et l'INED en 2008, sur un échantillon de 18-50 ans, c'était 8%. Voilà. 8% de personnes qui se déclaraient musulmanes en France. Et est-ce qu'on a les proportions par rapport à la population immigrée dans sa totalité? Il y a combien de musulmans dans la totalité de la population immigrée? Bon, là, vous me posez une colle. Vous savez pas? Non, j'ai pas le chiffre. Bon, on a une grande partie de personnes qui sont originaires du Maghreb, etc. J'ai pas la proportion. Vous demandez depuis des années qu'on ait des statistiques que vous appelez ethno-raciales. Ethno-racial, c'est un petit peu autre chose. Hein. Oui. L'ethno-racial, c'est quand vous demandez aux gens de se déclarer d'après la couleur ou des choses comme ça. Statistique ethnique, c'est un petit peu au sens américain, dans le sens où il faut tenir compte de l'ascendance, c'est-à-dire
est-ce que vous êtes d'origine étrangère au sens où vous avez un parent immigré? Et qu'est-ce qu'on vous répond? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a toujours pas? Il y en a de temps en temps, c'est ça. Je veux dire, si vous voulez, il y en a, mais il y a des enquêtes annuelles de l'INSEE qui ont introduit certaines variables qui ne sont pas exactement celles qu'il faudrait, parce que la chose se complique en France du fait qu'on a eu une période de colonisation, donc on a des enfants de rapatriés et des enfants de migrants algériens. Donc il y en a, mais pas régulièrement? Pas régulièrement. Pas suffisamment? Non, et puis par exemple, on n'a pas, dans les enquêtes annuelles qui ont maintenant remplacé le recensement, d'informations sur l'ascendance. Est-ce que vous comprenez les réticences politiques et médiatiques, puisque vous considérez que le phénomène a une double responsabilité dans cette absence de données objectives? On ne veut pas savoir? Je crois que déjà je veux dire, en France, on n'a pas un grand souci de connaissance en général. Donc on débat beaucoup, mais finalement... Et puis je veux dire, on a peur de ce qui va sortir de ces chiffres, généralement. Alors peur dans deux sens. Dans un sens, enfin plutôt, on a peur que les résultats alimentent le racisme dans la population. C'est ça, en gros. Et est-ce que finalement cette peur ne produit pas l'effet inverse et n'est pas à l'origine de la progression de Marine Le Pen, par exemple? Si vous voulez, si on a décidé d'abandonner le réel au Front National, c'est sûr que le résultat est garanti. D'ailleurs, il est garanti depuis On a eu une interruption, mais ça a été la règle à peu près générale du temps de son père, et il semble que ce soit à nouveau la même chose avec Marine Le Pen. Oui, puisque la réponse générale, apparemment, c'est qu'il faut construire davantage de mosquées, mais personne ne réfléchit à la compatibilité entre la République et les religions des gens qu'elle accueille. On a d'ailleurs à ce propos une question d'internaute qui s'appelle Adam Hent. Y a-t-il des immigrants non intégrables dans la société française? Jusqu'où peuvent aller les accommodements raisonnables de notre société vis-à-vis de certains migrants? Alors, il faut peut-être rappeler ce que sont les accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, c'est une manière d'accommoder les différences de manière légale au Canada. Je veux dire, c'est surtout au Canada. Qui se traduisent par exemple par l'autorisation du port du voile dans certaines circonstances? Bon, le voile, ça peut être aussi si vous voulez, ça peut être des aménagements dans le travail, pour prier, au niveau du vêtement, pour les horaires, etc. Et donc au Canada, on considère que tout entrepreneur doit d'abord regarder s'il peut aménager, par exemple dans le monde du travail, le temps de travail et la manière d'organiser le travail pour satisfaire... C'est une obligation. Absolument, pour satisfaire les demandes des gens qui travaillent avec lui. Alors c'est une évolution sans jugement qui vous paraît possible en France? Moi, elle ne me paraît pas très positive en soi au Canada. Par exemple, je veux dire, vous avez beaucoup d'opposants, notamment au Québec, sur cette évolution. Et en France, elle ne me paraît pas du tout raisonnable, contrairement à... Est-ce qu'on en prend le chemin de démission en démission? Vous savez, on est déjà rentré dans le processus plus ou moins, ne serait-ce qu'au niveau de la liberté d'expression. Plus personne dans ce pays ne parle librement de la question de l'islam sans crainte. Sans crainte d'une poursuite, et surtout sans crainte de menaces, parce que, je veux dire, on est quand même, beaucoup de pays européens, c'est le cas aussi aux États-Unis, vous avez des gens qui sont menacés et qui doivent soit disparaître de la vie ordinaire et ne plus laisser de traces, soit être sous protection policière. Parce qu'ils arrive à l'imam Chalgoumi, l'imam de Drancy. Chalgoumi, vous avez Molly Norris aux États-Unis, qui est une dessinatrice qui a dû plonger dans la clandestinité parce qu'elle avait eu l'idée de faire un jour où tout le monde dessinerait quelque chose, et donc ça s'est mal passé, et donc le FBI lui a conseillé de disparaître. On a refusé dans le Washington Post un dessin sur Mahomet. Donc vous voyez, il y a des accommodements raisonnables, on en a déjà, et ça porte sur la chose essentielle qui est la liberté d'expression. Qui est vraiment la chose fondamentale. La pierre angulaire de la démocratie. C'est la pierre angulaire, et c'est la pierre angulaire du combat de la part des islamistes radicaux. Alors les politiques ne parlent pas volontiers d'islam, en revanche ils parlent très volontiers d'intégration pour dire que c'est un échec. Est-ce que ce jugement vous semble reposer sur des données objectives?
C'est une question à thèse. À thèse pour très peu de temps. Hélas, on arrête les dernières oui, minutes. j'ai bien compris. Pour très peu de temps, je veux dire, d'abord, on n'a pas eu énormément de données jusqu'à récemment. Il y a une nouvelle enquête qui a été faite en 2008. On en avait fait une en 92. Donc, vous voyez le temps qui s'est passé. Bon, il y a des difficultés importantes dans le monde du travail, en termes de chômage pour certaines populations d'origine maghrébine, surtout algérienne et africaine. Bon, ça, on le sait. Et puis, il y a eu cette étude dont on a beaucoup parlé de Hugues Lagrange. C'est une étude locale sur les effets culturels, sur les performances scolaires et la délinquance. Et puis il y a ce phénomène que moi j'ai étudié précisément, qui est le phénomène de la concentration. Des concentrations qui sont beaucoup accrues, notamment en Île-de-France. Eh bien, Michel Tribala, je vous remercie en espérant que votre message sera écouté. Et je vous dis à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro avec Christian Jacob, qui est le président du groupe UMP de l'Assemblée nationale. Bonsoir, à demain.